collectif de direction. Ça, c'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie, je crois que c'est Frédéric qui l'évoquait, pour faire de la stratégie, et je ne parle même pas de gérer une crise, il faut de l'intelligence, de la préparation et de la méthode. Et je pense que pratiquement une des dernières interventions de Frédéric, c'était de dire je suis frappé lorsque j'arrive dans une salle de crise, de voir la qualité des intervenants autour de la table, et le côté assez erratique, parfois, de la gestion d'une salle de crise. Donc moi, je vais faire une tentative qui est de vous montrer comment on peut intégrer méthodologiquement le sujet cyber dans l'agenda d'un dirigeant avec une méthode. Et puis ensuite, je vais essayer, alors avec beaucoup de modestie, parce que c'est un sujet sur lequel je suis en pleine réflexion, de répondre à une question qui a été plusieurs fois posée, et la réponse était assez difficile. Est-ce qu'on peut sortir grandi d'une crise en général, et là dans le cas d'espèce d'une crise cyber? Et donc j'aimerais évoquer avec vous un concept très intéressant qui a été fortement médiatisé après la crise du Covid, qui est le concept d'antifragilité. Donc je vais le garder un petit peu, je ne vais pas le définir tout de suite, et je vais vous montrer qu'effectivement, le postulat et les réflexions que je mène, fondées sur un travail de recherche que j'espère sérieux, montrent une opportunité, par une certaine approche stratégique, de devenir antifragile. Alors, quelques éléments d'introduction, je vais être hyper rapide là-dessus. Le sentiment que j'avais avant d'arriver ici, et que j'ai personnellement, c'est que ce sujet est un sujet qui est arrivé à maturité dans les organisations. Alors, il est arrivé à maturité dans les organisations parce que déjà, il est médiatisé. On a évoqué déjà le cas de plusieurs centres hospitaliers, Dax, Corbeil-Essonnes, qui est très emblématique. On en parle à la télévision. Déjà, un sujet dont on parle à la télévision, il prend une certaine visibilité. Deuxième élément, la crise Covid a été un extraordinaire accélérateur d'usage numérique. Une très intéressante étude de McKinsey, un autre cabinet de conseil en stratégique, mais beaucoup plus industriel que le mien, nous sommes des artisans. McKinsey démontrait que sur la digitalisation des offres, donc c'était sur des sujets plutôt d'économie, on avait gagné au niveau mondial 7 ans par rapport aux agendas précédents, et sur la digitalisation de la relation avec ses clients ou son écosystème, 3 ans. Et chacun d'entre nous, nous avons expérimenté, contraints et forcés, l'usage du digital lié aux contraintes sanitaires tout à fait inattendues que nous avons vécues. Troisième point, et ça peut-être que ça concerne plus les services de l'État qui sont en surveillance, voire en réaction, le conflit russo-ukrainien aujourd'hui s'est accompagné d'un certain nombre d'attaques. Et d'ailleurs, mes camarades militaires savent qu'aujourd'hui, j'y reviendrai, on a des composantes spécifiques de nos forces de défense, spécifiques cyber. Mon camarade Marc Boger de la gendarmerie l'a également évoqué. Notez que 8% des gendarmes, je retire les réservistes, 8% des gendarmes sont déjà des gendarmes cyber. C'est quelque chose de spectaculaire. L'État s'est saisi de ça. Donc, je profite de l'occasion pour refaire de la publicité pour le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace et son alter ego dans les forces armées, comme cyber. Et puis enfin, dans le monde économique, des croissances comme celle-ci sont assez spectaculaires. C'est la croissance de ce marché cyber en additionnant toutes les typologies de prestataires, d'éditeurs de logiciels, de fabricants de matériel divers et variés, dont certains d'entre vous, peut-être, vous êtes des acteurs. Mais, à date, et lorsqu'on voit beaucoup des événements organisés, mais aussi des publications et même des propositions commerciales des prestataires de services, on a l'impression que le sujet cyber, ça reste un sujet quand même essentiellement du quotidien et opérationnel. Rarement jamais convoqué dans des comités exécutifs. Enfin, moi je peux en juger alors, de manière non statistique, mais il y a quand même un certain nombre d'études. Le sujet cyber n'arrive dans les COMEX que lorsqu'il se passe quelque chose. Alors là, évidemment, oui, bien sûr, hein, lors d'une crise, le directeur général, l'équipe de direction est convoquée, mais pas normalement. Deuxième sujet, souvent, le rattachement de ce sujet-là, c'est un rattachement technique, plutôt assez naturel, à la direction des systèmes d'information. Et puis, moi, je pense que les mots ont du sens. Souvent, la manière dont on nomme le responsable de ce sujet-là
le RSSI, c'est d'abord et avant tout un responsable. Moi, je me suis posé la question, et j'ai essayé d'y répondre. Est-ce que ceci est exact? Est-ce qu'on est dans un sujet opérationnel? L'exécution, c'est capital en stratégie. Ou est-ce que peut-être on peut monter d'un cran et essayer d'avoir une vision en hauteur sur le sujet? Donc, je vais vous démontrer, essayer de vous démontrer dans une première partie, donc, que c'est un sujet stratégique. Je vais essayer de vous le démontrer. Je vais là aussi tenter de vous montrer que ceci peut s'intégrer à la stratégie d'une manière extrêmement conventionnelle par rapport à des normes de construction de plans stratégiques. Et puis, je pense qu'au-delà de cet aspect qui a été évoqué depuis le début de la journée, de réponse à une crise instantanée, c'est un sujet qui est susceptible, sans promesse, Nathalie, tu le disais, hein, une crise, on n'est jamais sûr de la manière dont elle va finir, mais en tout cas, on peut essayer de tenter de se mettre dans un état de construction stratégique favorisant l'antifragilité, et je reste encore un peu levé sur sa définition. Alors, est-ce que c'est un sujet stratégique? Peut-être revenons aux sources du rôle de la stratégie dans une organisation. Donc, ma double casquette de professeur et de consultant praticien, là je vais prendre un peu celle de professeur, en disant le rôle de la stratégie. Alors souvent, on pense que ce rôle est essentiellement le deuxième, assurer le développement de l'entreprise, de l'organisation, même de manière générale, si c'est une organisation d'État ou une collectivité, favoriser le développement financier, économique, humain, social de l'organisation, créer une valeur ou créer des valeurs, si on n'est pas forcément dans la sphère économique. On a tendance à oublier que la première responsabilité d'une équipe de direction, la toute première, avant toute autre chose, c'est d'assurer la pérennité de l'organisation. Et le dirigeant, à partir du moment où la pérennité de l'organisation est ou peut être engagée, ceci devient de facto un sujet de première importance au niveau stratégique. Alors, est-ce que la pérennité d'une organisation peut être engagée par une crise cyber? Je pense que vous êtes tous et toutes beaucoup mieux placés que moi pour le démontrer. Mais j'ai pris quelques statistiques en vrac, juste à titre illustratif. Alors, une dans les Échos assez récente sur les cyberattaques double le risque de défaillance pour les entreprises. On a un petit peu l'équivalent au niveau international et français sur comment évolue d'ailleurs ce taux de défaillance 3 mois après. Donc vous voyez qu'il y a une augmentation qui n'est pas une augmentation à la marge, c'est plus 50, plus 80% d'augmentation du risque de défaillance. Et puis alors le troisième point, c'est peut-être celui qui est le plus dramatique, en tout cas dans le monde de l'entreprise, c'est qu'une attaque cyber est un vecteur de destruction d'actifs. Or, le dirigeant, il gère 2 tableaux de bord de pilotage économique, comptable et financier, le compte de résultat qui rend compte de sa performance financière opérationnelle, mais le bilan qui rend compte de sa capacité à créer de la valeur collective, à augmenter le patrimoine. Et souvent les dirigeants, et notamment les dirigeants des entreprises cotées en particulier, une des raisons principales du fait qu'ils sont débarqués, c'est pas tellement la baisse du chiffre d'affaires ou la baisse de la rentabilité, d'abord et avant tout, c'est la destruction du patrimoine. Ça, un actionnaire, un copropriétaire de l'entreprise, il ne peut pas pardonner la baisse du patrimoine. Et alors, je vous vois prendre des photos, j'aurais dû le préciser en introduction, vous pourrez récupérer ma présentation, je l'enverrai à tous ceux qui le souhaitent. Vous pourrez la récupérer demain sur mon compte LinkedIn, donc vous pouvez prendre toute photo que vous voulez par ailleurs. Et alors c'est intéressant parce que une étude du Gartner, donc Gartner vous les connaissez forcément, ce sont ces prospectivistes sur les sujets des technologies, des innovations technologiques, ont demandé à un certain nombre de dirigeants d'entreprise, est-ce que la donnée, ça fait partie de ses actifs, parce qu'un immeuble c'est un actif, une machine ça peut être un actif, mais est-ce que la donnée est un actif? La donnée est un actif, et le cyber, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit un actif, donc c'est quelque chose qui est absolument insupportable d'un point de vue d'un dirigeant. Un point qui est important aussi, là aussi je ne me mets pas forcément dans une perspective courte, hein, ce sera peut-être un peu ma singularité par rapport à la journée, mais dans une perspective longue,
ce qui est attaqué en premier par une attaque cyber, c'est le système d'information d'une entreprise. Aujourd'hui, et c'est vraiment un des postulats très très importants de ma pratique de consultant, d'enseignant, d'auteur, dans des organisations publiques et dans des organisations privées, c'est qu'aujourd'hui, le système d'information, les technologies d'une entreprise, sont des sources d'avantages compétitifs, d'avantages concurrentiels. Donc attaquer le système d'information, c'est attaquer dans un certain nombre de cas, si les dirigeants en sont conscients et s'ils construisent leur stratégie de cette manière, c'est attaquer une source d'avantages concurrentiels, donc un élément stratégique absolument fondamental de la réussite d'une organisation. Alors, comment peut-on bâtir, intégrer la stratégie cyber? C'est presque quelque chose qui n'existe pas, mais comment on pourrait s'y prendre? Comment convaincre une équipe de direction que le cyber, c'est un sujet stratégique? Alors, comment? Oui. On peut vous interrompre ou... Ah oui, vous pouvez m'interrompre, je suis assez décontracté. Vous avez parlé de direction. Très bien, vous n'avez pas cité le terme de conseil d'administration. Et je pense que c'est un concept clé. Et la stratégie ne relève pas que de l'exécutif, il relève du conseil d'administration. Tout à fait. Et je pense que si on veut que les sujets soient dits stratégiques, ils doivent être mis dans les conseils d'administration. Et je me serais recommandé d'avoir des administrateurs qualifiés indépendants dans un conseil d'administration. Alors, vous avez tout à fait raison de noter ce point, alors, qui est en plus notablement important dans notre modèle économique de cabinet, puisque une de nos prestations favorites et qui fonctionne le mieux, c'est la formation d'administrateurs sur ces sujets-là. Et donc, peut-être quand je me suis présenté, j'ai dit qu'on travaillait avec des collectifs de direction, à la fois des collectifs de direction comme Excolir, comité exécutif, comité de direction, selon la terminologie en vigueur, mais aussi conseil d'administration, conseil de surveillance. Dans les proverbes ou les citations, on dit on ne commence bien à balayer que par le haut. Un escalier, ça se balaye par le haut. Et donc souvent, les sujets ne sont pas d'abord des sujets d'opérationnel, ils sont d'abord des sujets de prise de conscience. Et donc si un dirigeant prend conscience d'un sujet et qu'il décide que ce sujet est important, il mettra en œuvre les moyens par les allocations de ressources, puisque le rôle d'un dirigeant, grosso modo, un des rôles, c'est d'allouer des ressources par rapport à des priorités qui ont été dictées. Il allouera les ressources nécessaires pour rendre le sujet authentiquement prioritaire en matière d'exécution. Mais moi, je partage absolument ce sujet, que ce n'est pas seulement un sujet de manager opérationnel, enfin, de manager dirigeant ou opérationnel, c'est aussi un sujet d'actionnaire. Oui, mais pour avoir eu le cas, une personne que je connais bien, directeur de la sécurité d'un grand groupe français, qui explique gentiment que le conseil d'administration lui a demandé d'arrêter d'exposer les sujets cyber, il a demandé d'arrêter d'exposer les sujets relatifs à la sécurité, dont la cybersécurité, parce que le conseil d'administration les trouvait anxiogènes. Alors, en fait, il a raison. Et que la cybersécurité, en fin de compte, enfin, la sécurité au sens général, n'est pour tout qu'un centre de compte. Alors, il a partiellement raison, c'est presque l'objectif de la fin de mon exposé, de vous dire que oui, bien sûr, il y a un sujet qui est un sujet de pérennité. Et on lui a expliqué gentiment que s'il n'arrêtait pas, s'il ne changeait pas de braquet ou de méthode, il risquait de ne plus faire partie de l'entreprise, c'est ça, bon souple. Alors, j'ai moi-même vécu des choses qui sont un petit peu équivalentes. Alors, cela dit, en vous écoutant, on se rend bien compte que ceci est ridicule, voire dangereux pour l'entreprise. Évacuer les sujets anxiogènes dans un conseil d'administration, enfin, c'est quelque chose, c'est vraiment une stratégie de l'autruche qui ne peut pas affronter sa réalité. La réalité du risque cyber, vous êtes presque tous mieux placés que moi pour en avoir conscience. Nous ici, nous en sommes tous convaincus. Le problème, c'est qu'on a affaire à des décideurs qui, eux, n'en sont pas convaincus. Alors, si je peux me permettre, et pour essayer d'aller au bout de mon exposé, juste un point, mais je crois que ça a été évoqué par notre ami avocate tout à l'heure, il y a aussi un sujet de narratif. Nous d'ailleurs, en stratégie, on voit que finalement, entre la pensée analytique stratégie, le fait de la poser, de l'écrire, presque la partie la plus importante, c'est la partie émotionnelle. Ce qui touche le cœur se grave dans la mémoire, disait Voltaire. Et en fait, faire de la stratégie, c'est avoir une approche très intellectuelle et une approche très émotionnelle. Et donc construire un narratif. Donc certainement, et ce serait un sujet à débattre techniquement, certainement il y a un sujet de mauvais narratif, de narratif trop technique, par rapport à ce sujet cyber. Mais il a fallu qu'il leur montre qu'ils gagnaient beaucoup d'argent, ils économisaient de l'argent en ne payant pas des rançons
plutôt que de ne rien faire. Mais je vais y revenir. Alors, la méthodologie. Alors d'abord, un petit peu quelques points de méthodologie. Alors d'abord, le postulat ici est de dire qu'il y a plusieurs couches de stratégie. Il y a une stratégie générale qui va embarquer un certain nombre de sujets, la performance client, la performance financière, la performance opérationnelle, la performance humaine. À l'intérieur de celle-ci, prenons l'axe de la performance opérationnelle. Là, j'ai utilisé un modèle qui s'appelle le Balance Scorecard, qui doit parler à certains d'entre vous. On va avoir toute la partie technologique, à tel point d'ailleurs que maintenant le DSI s'appelle de plus en plus directeur de l'organisation et des systèmes d'information. Donc de plus en plus, on a la conscience de la consubstantialité de la technologie et de l'organisation. Donc on va avoir une stratégie technologique à l'intérieur duquel on va pouvoir bâtir cette stratégie cyber. Alors comment la bâtir ? Avec des bonnes vieilles méthodes. La méthode enseignée dans une université, dans une business school telle qu'HEC, c'est la méthode qu'on appelle LCAG, de la première lettre des 4 professeurs qui l'ont inventée, les professeurs Lorne, Christensen, Woodhouse et Gutt, dite aussi méthode de Harvard. Alors cette méthode appliquée très simplement à la stratégie, elle consiste à réaliser le diagnostic qui a été déjà évoqué dans certaines des interventions, internes et externes, dont il découle le sempiternel et vieux SWOT que certains connaissent. Ensuite, de confronter l'environnement et la capacité interne pour en déduire des capacités stratégiques derrière lesquelles la stratégie va être édictée, en fixant des buts, une volonté stratégique exprimée, des objectifs très concrets, chiffrés, qui vont permettre de mesurer la réalité de l'atteinte des buts, une stratégie qui peut être une stratégie qu'on appelle corporate, de la gestion de multi-activités ou business, la stratégie de chacune des activités dans un groupe, et puis ensuite on va avoir l'exécution de la stratégie, la planification, la mise en œuvre des actions et le contrôle de la stratégie. Donc ça c'est un modèle qui a pratiquement, totalement 60 ça a 60 ans, ça pile 60 ans. Ça fait 60 ans qu'on fait de la stratégie comme ça. Si on veut faire de la stratégie cyber, c'est assez simple, hein. En fait le modèle il est exactement le même, vous mettez cyber à côté. C'est-à-dire que la stratégie cyber, ça consiste, alors, dans le cadre d'une stratégie dont elle dépend, donc avec des axes stratégiques qui ont déjà été édictés, de déterminer le diagnostic interne-externe de l'entreprise dans son environnement, d'en déduire des capacités stratégiques, et puis ensuite d'en déduire des axes, des objectifs très, très concrets, une manière de réaliser et de planifier, d'agir et de contrôler. Donc en fait déjà un premier élément, et moi c'est vraiment un discours que je porte comme enseignant, formateur, praticien, auprès des équipes de direction que j'accompagne, c'est que dans la stratégie, on doit avoir un volet cyber, de la même manière qu'on a une direction qui va essayer d'augmenter la valeur du capital humain, d'augmenter la valeur du capital financier, d'avoir une meilleure performance auprès des différentes parties prenantes, et ceci peut inclure la performance économique, la performance environnementale, la performance sociale, /RSE. Sans entrer, j'ai pris quelques copies d'écran, c'est intéressant parce que finalement, les premiers qui se saisissent de cette idée de stratégie cyber, ce ne sont pas, mais c'est souvent le cas, pas d'abord les premiers, les dirigeants, mais ce sont souvent les cabinets de conseil des dirigeants. Aujourd'hui, je citais McKinsey, BCG, Bain, Deloitte et toute une armada de Roland Berger, toute une armada de grands conseils en stratégie, sont en train de réfléchir à des frameworks, à des cadres conceptuels qui permettent vraiment d'intégrer dans l'agenda des dirigeants ce sujet du cyber. Non sans arrière-pensée commerciale, hein. C'est beaucoup plus intéressant de vendre à du cadre dirigeant du comité exécutif que à la DSI ou au RSSI, hein. Budget illimité au plus haut de l'entreprise. Et alors, moi, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde un peu une stratégie cyber, j'ai fait une tentative, donc vous êtes un peu les premiers à qui j'expose des maquettes de sujets sur lesquels j'écris. On peut se dire aujourd'hui, si je regarde la matrice de la stratégie cyber, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de risque ou de crise. Quand je dis individuel, ça veut dire d'une organisation, d'une entreprise, l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Et ça, finalement, c'est ce dont on a parlé depuis le début de la journée. On a parlé depuis le début de la journée d'une organisation qui affronte une crise et qui doit la gérer, la préparer, l'anticiper, se préparer, faire de l'expérience, tout ce qui a été évoqué avec talent, communiquer dans cette période de crise.
Très souvent, le champ d'intervention est vraiment la gestion de la crise à court terme. On a un sinistre, il faut s'en dépatouiller. Et pratiquement toute la littérature, tous les cadres conceptuels, au plan technique, managérial, de la communication, etc., sont focalisés sur la case gestion. Alors, il y a un sujet déjà qui peut être intéressant, c'est l'adaptation après une crise. C'est-à-dire, l'hôpital de Corbeil-Essonnes, après avoir réalisé le rétex qu'ils ne veulent pas manquer de faire, ils vont se transformer. Ils vont se transformer profondément parce que le retour d'expérience va leur permettre de capter des risques qu'ils n'avaient pas jugés, des comportements bien aboutis ou mal aboutis. Donc il y a un premier élément qui est, il y a une nécessité stratégique de s'intéresser au cyber pour des dirigeants, pas tant sur la partie gestion de crise, évidemment oui, c'est le minimum, mais aussi dans comment je me transforme après la crise. Et ça, c'est plutôt, dans mon diagnostic, le champ principal du sujet cyber, un peu dans le monde, à peu près au plan des prestations, du conseil et de la recherche fondamentale. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et vous allez voir pourquoi je parle d'antifragilité, parce que du coup, je vais aborder un autre thème, qui est celui des signes noirs. Un signe noir, c'est une grande crise systémique collective. C'est un concept qui a été imaginé par un auteur qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, un auteur assez ébouriffant par beaucoup de points de vue, mathématicien et philosophe, ancien trader, homme à plusieurs nationalités, avec une écriture éruptive, colérique, passionnante, vraiment, et avec deux ouvrages sur lesquels je reviendrai. Le sujet, c'est de dire aujourd'hui, nous affrontons, depuis le début de l'histoire de l'humanité, des grands chocs imprévus qui modifient radicalement la donne de notre fonctionnement collectif. On en a vécu un récemment, qui était la crise Covid. Pourtant, me diriez-vous, des crises sanitaires, des épidémies, enfin, tout ceci était prévisible. Alors d'ailleurs, ces grandes crises systémiques, on arrive très souvent à les post-justifier après, mais aucun pays du monde n'était dans l'état de préparation à cette crise, qui n'était pas, la surprise, elle n'était pas sanitaire, ça a été le confinement de l'économie mondiale pendant plusieurs mois. C'est ça la surprise, c'est ça l'inattendu, avec les conséquences induites pour les organisations et les États. Et donc le sujet, c'est de se dire, mais cette crise cyber, mais d'autres crises peut-être environnementales pourraient arriver. Je vais vous donner un exemple qui est pratiquement certain. Nous allons vivre avant la fin du siècle avec une probabilité mais très supérieure à 50%, une tempête solaire qui risque d'affecter la totalité de nos systèmes d'information et de télécommunications. On est presque certain de l'occurrence de ce risque. Peut-être demain, peut-être dans 5 ans, peut-être ne la verrons pas, mais aujourd'hui, comment prévoir ce genre de choses? Donc du coup, là un peu la littérature, Nicolas Taleb, et puis aussi la réflexion qui est de plus en plus importante chez les dirigeants du comment je gère l'incertitude radicale, parce que c'est ça le sujet. Depuis le début de la matinée, on a mis un terme en avant très important qui est la préparation, l'anticipation, l'entraînement, à des risques qui sont plus ou moins connus. On peut avoir une rançon, toutes sortes de risques, un phishing, etc. Mais nous n'avons pas encore affronté une crise auquel on ne peut pas se préparer, cette fameuse crise systémique globale. Alors dans cette crise systémique globale, d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il va se passer un certain nombre de choses pour certaines organisations. Certaines vont ressortir du lot dans la crise, vont profiter à court terme de la crise parce que peut-être elles vont pouvoir donner une partie de la solution à la crise. Je vous donne un exemple caricatural de ceci, c'est l'entreprise Zoom. L'entreprise Zoom, avant la crise Covid, c'était une entreprise qui était capitalisée quelques centaines de millions de dollars. Au pic de la crise, parce qu'elle répondait à un besoin inattendu, sa capitalisation boursière a été supérieure aux 30 capitalisations boursières des 30 premières compagnies aériennes. Une entreprise sans actifs a créé une valeur économique massive, circonstanciellement. Et peut-être, là aussi, au-delà de la transformation,
il y a des sujets d'adaptation, de création de nouveaux modèles. Donc c'est un petit peu les sujets que j'aimerais évoquer. Est-ce que dans cette perspective de quelque chose qui est complètement inattendu, de l'incertitude la plus totale, est-ce qu'on peut se préparer? Est-ce que ça a du sens de faire de la stratégie? Alors d'ailleurs les militaires, Frédéric m'aidera à retrouver la citation, mais souvent ce qu'on dit c'est qu'on fait toutes sortes de plans avant la guerre, et puis dès que la guerre commence, on arrive dans quelque chose qui est complètement inattendu, et à chaque fois c'est l'incertitude généralisée. Donc le fait qu'on n'ait pas prévu, qu'on n'ait pas anticipé, qu'on ne se soit pas préparé, doit être géré. Alors c'est difficile parce que dans la perspective précédente de la méthode de Harvard, qu'on appelait la méthode causale de la stratégie, la méthode causale de la stratégie est parfaitement adaptée à un univers avec une relative stabilité. Puisque intellectuellement, cette méthode causale de la stratégie consiste à observer les grandes tendances du passé, à en tirer un certain nombre de conclusions, à les projeter comme des scénarios probables dans le futur, et ensuite à fixer des hypothèses, généralement une hypothèse haute, une hypothèse basse, et puis on choisit un cochon qui s'en délie, on coupe la pomme en deux, et c'est un scénario central qui va émerger. Et ceci a beaucoup de sens. Ceci a beaucoup de sens, modulo, je sais prévoir quelque chose. Mais comment prévoir l'imprévisible? Alors c'est le sujet de 2 livres vraiment dont j'aimerais vraiment vous recommander la lecture, qui se lisent pas comme des livres académiques, surtout qu'en sciences de gestion, ils ne sont pas forcément tout à fait très extraordinaires. Enfin, je trouve que la qualité moyenne des bouquins en sciences de gestion est assez discutable. Là, on est dans quelque chose qui frise les sciences de gestion, l'économie, la sociologie, la philosophie, les mathématiques. Enfin, c'est quelque chose qui mélange plusieurs disciplines de l'esprit, c'est intéressant. Donc le premier, c'est les signes noirs que j'ai évoqués. Le signe noir, c'est justement cet événement systémique totalement inattendu. Au sein de la gendarmerie nationale, comme le disait mon camarade Marc Boger, nous sommes partis d'une hypothèse de travail, nous allons avoir une crise cyber massive. Pas individuelle, massive, qui risque de toucher peut-être des organisations d'importance vitale, peut-être nos systèmes de transport, peut-être notre électricité, peut-être nos systèmes de communication, peut-être tout ça à la fois. Le postulat, et c'est pas une prédiction, c'est pas une prévision, mais c'est une très forte conviction que nous allons vivre des signes noirs collectifs. Le sujet des organisations, c'est de se dire, comment se préparer à l'incertain? Eh bien, observer ce qu'a fait Nicolas Taleb dans son livre Antifragile, observer justement quelle est la réaction des individus et des organisations en période de signes noirs. Et là, en fait, on voit 3 types de réactions. La première, organisation ou individus fragiles. Ils sont touchés par la crise les tue, métaphoriquement ou physiquement. Deuxième cas, c'est plutôt ce qu'on a évoqué au long de la journée. La crise ne vous tue pas, ne vous rend pas plus fort, vous résistez, vous êtes robuste. Elle vous fait souffrir au moment où vous la vivez, et puis vous remontez grâce à la préparation, l'anticipation, votre communication de crise, tout ce qui a été évoqué depuis le début de la matinée. Et puis il y a un cas, et c'est celui-là qui est singulier, d'organisations qui arrivent à être antifragiles, alors soit par hasard, ils sont là au bon moment. Zoom n'avait pas plus prévu que vous la crise du Covid, mais à un moment donné où on a eu besoin de télécommunications, de faire du télétravail, etc., ce qu'on ne faisait pas du tout, eh bien ils ont proposé une solution qui avait un certain nombre d'attributs qui les a rendus très spécifiques. Et pourtant, avant on avait Webex, avant on avait Teams, avant on avait Google Meet, mais c'était une catastrophe. Et eux, ils sont venus avec certaines caractéristiques tout à fait singulières. J'y reviendrai. Alors, aujourd'hui, si on reprend un petit peu mon schéma, le sujet, c'est de se dire, adaptation, gestion de crise, tout ceci est bien adapté à une stratégie causale. Mon bon vieux modèle américain, avec mes diagnostics, mes axes, mes objectifs, mes plans, mon tableau de bord de contrôle, fonctionne bien parce que j'ai une idée du risque, j'ai une idée des évolutions. Marc Boger disait, on a eu les Jeux Olympiques de Tokyo, on a eu 70 000 attaques, on sait déjà qu'on va avoir 9 fois plus ou 10 fois plus, et le coup d'après encore 9 fois plus. Et on sait qui s'attaque au gros, qui s'attaque au petit. On a une vision, on a un diagnostic qui commence à être clair. Alors, ça va très vite. Mais c'est intéressant d'avoir
une stratégie cyber adaptée à ce qui est prévisible. Dans ce qui est imprévisible, et là aussi, hein, je vais peut-être vous frustrer, mais j'ai envie plus de vous amener à réfléchir qu'à donner des solutions très simples. Mais aujourd'hui, on a deux éléments de la littérature qui, à mon avis, permettent d'imaginer la conception d'une stratégie cyber antifragile. Ces deux modèles radicalement nouveaux. Alors ces modèles radicalement nouveaux, pas si nouveaux que ça en fait, sont les premiers bouquins de stratégie qui n'ont pas été écrits par des hommes blancs nord-américains de la côte Est. Le premier, Stratégie Océan Bleu, a été écrit en 2005 par le professeur Chan Kim, coréen du Sud d'origine, et par la professeure canadienne Renée Mauborgne. C'était la première fois qu'on a une femme qui écrit un livre majeur dans le domaine de la stratégie, du management stratégique. Effectuation, je vais vous donner quelques clés hein, sur ces deux livres passionnants. Effectuation, auteur d'une professeure indienne, Sarah Sarasvati, qui a étudié comment les petites entreprises arrivaient à survivre sans faire de plan stratégique, de plan à 5 ans. Aujourd'hui, votre boucher, votre garagiste, les TPE, même les PME, bon, la plupart de celles que je rencontre, n'ont pas de plan stratégique. Ils n'en ont pas. Ils ne travaillent pas avec McKinsey. De toute façon, souvent, les missions de McKinsey sont l'équivalent de leur chiffre d'affaires. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas l'envisager. Mais ni même avec des cabinets plus artisanaux. Et pourtant, ils enregistrent du succès. Alors, l'effectuation, là aussi, hein, j'ai envie de vous donner envie de lire des livres que j'ai tous lus moi-même et qui sont lisibles. Donc, je voulais vraiment préciser que vous ne m'en voudrez pas de l'aridité de ces livres. La seule production en français sur l'effectuation, c'est celle de mon professeur de stratégie préféré de l'univers universitaire et grandes écoles, le professeur Philippe Silberzan de l'EM Lyon, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est le théoricien sur l'effectuation, sur les modèles mentaux des dirigeants. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que l'approche effectuelle versus l'approche causale, ben souvent, on donne une petite métaphore pour l'expliquer. L'approche harvardienne, c'est j'attends des amis qui vont venir dîner chez moi dans 15 jours, je connais leur goût alimentaire, j'ai un budget pour les accueillir, et je vais faire ma liste de courses, j'appelle ça mon plan stratégique, avec les boissons et les ingrédients. Et puis ben, lorsque mes amis vont arriver, à l'heure dite, tout sera prêt. Voici un plan stratégique causal. Le plan stratégique effectuel, c'est je rentre fatigué du travail, ça sonne à ma porte, et là j'ai 8 personnes qui arrivent chez moi sans m'avoir prévenu, et ils me disent on ne s'est pas vu depuis longtemps, on voulait te voir, tu te rappelles, hein, on était étudiants ensemble à l'école, et on s'est invité chez toi. Et là c'est pas du tout prévu, tout est fermé, et vous devez accueillir vos convives. Mais ce que vous allez avoir, c'est une approche effectuelle. Vous allez ouvrir votre frigo, et puis vous allez faire ce que vous avez avec ce que vous avez. Donc un point important de l'effectuation, une forme d'agilité, de réalisation. Alors en informatique, souvent on parle de produit minimum viable. Plutôt que de faire le parfait, je fais le possible, avec des effets de réseau, de collaboration. Donc il y a une première piste qui est la mise en œuvre de cette démarche intellectuelle et d'effectuation, c'est assez intéressant de le noter, qui est plutôt assez utilisée par les grands groupes internationaux, les GAFAM et Alter Ego. Moi, pendant plusieurs années, j'étais professeur visitant à l'université de Cork en Irlande. Et ensuite, c'est dans le sud de l'Irlande, ensuite on allait à Dublin, chez Google, Apple, Facebook, enfin Apple ils sont plutôt à Cork, mais Google, Twitter, etc. Ils sont tous très près de Trinity College, en plein centre de Dublin. La convivialité légendaire des Irlandais, la Guinness, un climat tempéré explique peut-être cette concentration, d'autres considérations. Et dans une entreprise comme Google, qui est un énorme monstre de plus de 100 000 salariés aujourd'hui, un des éléments, c'est cette tentative, cette capacité à tenter, avec parfois très peu de moyens, à arrêter très vite quand ça ne marche pas, et à être capable de se réorienter d'une manière extrêmement agile. Le deuxième élément, je pense que c'est celui qui est le plus intéressant. Alors d'ailleurs, si vous voulez acheter l'Océan Bleu, il ne faut pas acheter le livre initial, mais sa mise à jour de 2018, donc le livre initial s'appelle Stratégie Océan Bleu en 2005, la mise à jour c'est 2018, Cap sur l'Océan Bleu, avec 13 ans de retour d'expérience sur cette théorie. Et alors ce qui est très intéressant, cette théorie de l'Océan Bleu, là aussi, elle se démarque fortement des approches stratégiques anglo-saxonnes. L'approche stratégique des anglo-saxons, c'est l'approche stratégique de la réussite par l'avantage concurrentiel.
la prééminence de la rivalité dans la réflexion stratégique. Et les auteurs d'Océan Bleu disent ceci est un océan rouge, un océan qui fait saigner. Ce qui fait saigner, c'est le combat pour la prise de l'avantage concurrentiel. Alors ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes en train de découvrir, un peu par tâtonnement, que ce sujet de l'espace qui fait saigner, d'un espace stratégique invivable, pourrait s'appliquer à une crise cyber collective. Dans une crise cyber collective, tout le monde va saigner, personne n'a de masque. Je prends cette métaphore peut-être un peu caricaturale, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, sauf peut-être certains qui vont essayer de réinventer leur espace stratégique. Et alors l'océan bleu, c'est un espace stratégique qui sort du rouge sanglant de la crise ou de la rivalité. Et alors je vais faire un exercice très caricatural, mais comment on s'y prend pour faire ça? Il y a, dans le cadre conceptuel très intéressant de stratégie océan bleu, il y a un outil qu'on appelle la grille des 4 actions, pour imaginer donc, ce nouvel espace stratégique, et qui dit la chose suivante, qui est tellement simple et tellement logique. Lorsqu'on va inventer un nouveau modèle, il faut mener simultanément 4 actions. La première, la plus difficile, éliminer, arrêter de faire des choses qu'on a toujours faites. En stratégie, en général, la chose la plus difficile, c'est d'arrêter de faire des choses qu'on a toujours faites. C'est le plus difficile en stratégie. Deuxièmement, réduire. Certaines choses que l'on faisait beaucoup, on va les faire moins. Simultanément, augmenter. Certaines choses qu'on faisait peu, on va les faire plus. Et, au-delà de la courte intervention, ça semble aussi assez difficile, mais il y a des pistes, 6 pistes d'ailleurs, essayer de créer de nouvelles barrières. Alors, sur le champ de ces quelques recommandations, un petit mot de conclusion. Le sujet du cyber, on est vraiment au début de l'aventure. Je voulais vous en donner quelques illustrations, certaines ont été évoquées, mais pas toutes. Mais moi, je m'étais dit déjà, tiens, IoT, je crois que ça a été évoqué tout au début de l'intervention. Les objets connectés, la 5G, ça va être un déferlement de prise de contrôle d'objets, pas forcément très sécurisé. Marc Roger l'évoquait en disant on va avoir 5000 interactions par jour avec les objets connectés. Et les premiers, c'est pas les montres ou les frigos, hein, c'est la voiture, c'est les ascenseurs, enfin ce sont des machines industrielles pas tellement individuelles. Mais de toute façon, on n'en a pas besoin. Ce sont des besoins totalement inutiles. Pas forcément, parce que pour le coup, moi je reviens du Burkina Faso, où on a des applications des objets connectés dans les utilities, dans la distribution d'eau, pour prévoir des... Enfin, pour moi aujourd'hui, le principal de ces applications sont plutôt des applications industrielles que des applications individuelles. Et c'est un débat qu'on... Oui, non, mais elles sont inutiles et surtout mal mises en action. Mais c'est pas du tout mon diagnostic, parce que les industriels en fait attaquent ça sous l'angle industriel. Aujourd'hui... À mon sens, c'est surtout les applications industrielles qui sont celles de l'IoT, pas tellement des applications. Et la 5G telle qu'elle est vendue est un gros mensonge parce qu'on confond le beurrage en du beurre, en sens qu'on ne peut pas avoir à la fois toutes les qualités qui sont promues par la pub, c'est l'un ou l'autre. Mais là aussi, hein, j'en trouvais qu'on peut continuer le débat. On peut continuer le débat, mais la 5G aujourd'hui, si vous regardez la manière dont c'est fait, là où la physique, hein. C'est fait non pas à cause du débit, c'est-à-dire que le bénéfice débit de la 5G est un bénéfice dérisoire pour le consommateur, imperceptible dans des bonnes conditions. Par contre, il va permettre une couverture de nombreux objets connectés dans un périmètre. Il y a des sujets écologiques sur lesquels on peut parler. Et puis, c'est une adaptation à un certain nombre de technologies, dont l'automobile. Hein. Voilà. Alors, je vous donne des exemples d'autres choses. Moi, je m'intéresse beaucoup au sujet de l'intelligence artificielle. On va avoir des risques IA. Alors, il y en a qui sont déjà perceptibles sur des sujets réputationnels, les deepfakes par exemple. Un qui est moins connu, ce sont les attaques adverses. L'empoisonnement possible d'algorithmes ou de données qui vont faire dysfonctionner des algorithmes prédictifs. Donc là, il y a déjà toute une littérature là-dessus qui n'est pas forcément très bien perçue, bien connue par les spécialistes techniques de la cybersécurité. Donc il y a un gros sujet autour de ça. Et donc... l'idée que ce n'est que le début, c'est peut-être la conclusion que je voulais apporter à ma présentation, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'effectivement, nous sommes à un moment un peu charnière, mais pas seulement sur le sujet cyber.
Nous, il y a trois, dans ma contribution au premier plan stratégique de la gendarmerie qui s'appelle Jean 2024, on avait trois objectifs missionnels qui étaient la sécurité du quotidien, la sécurité en temps de crise, la sécurité des mobilités, c'était nos trois missions. On a ajouté une sécurité qu'on appelle la sécurité des nouvelles frontières, dans laquelle il y a trois risques nouveaux: cyber, sanitaire, environnemental. Lorsqu'on a montré ça au ministre et au président, on pensait surtout à cyber, et sanitaire, environnemental, on était assez serein, c'était plus théorique. 3 ans plus tard, le sujet est nettement moins théorique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé, bon après, il y a la politique, l'expression publique des politiques, donc on peut en discuter, mais la création de 3000 gendarmes verts, on a déjà une structure qui s'appelle l'OCLAES, qui existe depuis longtemps, mais en fait qui va être armée de manière très très forte sur les sujets sanitaires, environnementaux, et donc cyber, le premier risque massif attaqué, dont Marc Baucher était le patron. Et donc le sujet, ça va être, je finis avec votre remarque, monsieur de BNP Paribas, d'attaquer un sujet qui est la transformation des modèles mentaux des dirigeants. L'intégration dans leur cadre conceptuel et leur cadre de réflexion du sujet cyber comme un sujet pour assurer la pérennité, comme un sujet où il y a une opportunité d'imaginer des stratégies antifragiles. On est au début de la réflexion là-dessus, parce que tout ceci est assez nouveau, mais je gage, à la fois sur le plan du cyber, mais sur d'autres plans du risque, que les dirigeants d'entreprise vont se rappeler que leur première mission, avant le développement, c'est d'assurer la pérennité de leurs organisations. Pour obtenir le support, sous format PowerPoint open bar, pour que vous ne craquiez pas trop facile le PDF, soit vous me cherchez sur LinkedIn, et donc il y aura je vais mettre le PDF pour le coup directement sur LinkedIn, et donc nous vous adresserons par email, si vous le souhaitez, le document de la présentation. Voilà ce que je voulais vous dire. À ma grande surprise, j'ai tenu mon début sans question. Est-ce que vous avez Est-ce qu'il y a une question? Des remarques ou questions? Il y a une dernière table ronde qui va être l'aboutissement, le feu d'artifice. Bon, c'est pas complètement fini, hein. Vous voyez qu'on est aux prémices de la réflexion sur ces sujets, mais cher monsieur, oui, si vous pouvez donner le micro à monsieur. Oui, pardon. Oui, pour revenir sur la décision de la stratégie, en fait, je pense qu'avant de penser pérennité, une décision stratégique, c'est une décision qui appuie essentiellement la survie d'abord, avant la pérennité. Donc du coup, on a un problème de vocabulaire. Hein. Enfin, non, mais c'est-à-dire que... J'avais en tête ça, c'est-à-dire pérennité et survie. Entendez-le. Donc, peut-être que mon choix de mots était... Non, mais c'est une gradation. Il y a d'abord la survie, la pérennité, dire que ça vient après. C'est le prolongement. Ok, mais moi le sujet, je suis d'accord avec vous. Le sujet, il est d'abord et avant tout d'assurer effectivement la vie ou la survie de l'organisation. Parce qu'on baptise de stratégie n'importe quoi. En fait, c'est ça l'essentiel. Je ne suis pas d'accord avec ça sur un métier que j'enseigne depuis 25 ans et que je pratique depuis 35 ans. Non, c'est un vrai métier, c'est un métier qu'on a du mal à saisir, mais c'est un métier avec sa technicité, avec son champ de recherche, avec son évolution. C'est un vrai métier, avec de la technique. Et c'est pas un métier qui se pratique comme la prose de M. Jourdain, c'est un métier qui s'enseigne. Je l'enseigne. Peut-être monsieur à qui on n'a pas donné la parole, et ensuite... Pardon, excusez-moi. Oui, pour réchauffer l'atmosphère sur le moment. Qu'est-ce que vous pensez du signe noir de M. Poutine qui, acculé par la situation actuelle, mettrait une bombe nucléaire exo-atmosphérique et flasherait d'un seul coup toute l'électronique en Europe? Comme toutes les choses qui n'étaient pas des hypothèses majoritairement retenues dans des scénarios habituels, ceci est évidemment possible. Et typiquement, le scénario d'une attaque nucléaire tactique, c'est un scénario tout à fait possible.
Mais là, c'est l'impulsion électromagnétique. C'est ça, On est sur ça parce que quand j'étais petit, dans la couche stratosphérique. c'est ça. il y a pas une électronique aujourd'hui qui résisterait. Autrefois, c'était des designs. Mais ça qui a été créé Internet. sans trahir de secret, j'aimerais revenir sur une illustration qui a été donnée par mon camarade Frédéric, et puis une chose... Thierry, excuse-moi. Vraiment désolé. C'est pas grave. Et un point gendarmerie sans trahir des secrets. Le point intéressant, c'est l'histoire des cartes d'état-major en papier. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on n'avait pas besoin d'une attaque cyber. Il suffit de couper l'électricité et c'est la première chose qui va vous faire tomber, mais non seulement votre système d'information, mais tout. Donc aujourd'hui, si on a une panne d'électricité, mais qui pourrait être liée, je sais pas, la Seine qui déborde, un déluge avec une inondation centenale, et on pourrait être dans des situations très similaires. L'autre chose, nous, dans la gendarmerie, c'est qu'aujourd'hui, on se pose vraiment des questions dans des univers très très dégradés. On n'a plus d'électricité, on n'a plus de courant, on n'a plus d'informatique. On en est à envisager de garder des vieilles technologies dont on se disait on va les arrêter. Ces vieilles technologies, elles ont des avantages, c'est leur robustesse. Lorsque vous avez un éboulement de terrain comme on a eu dans les Alpes-Maritimes, Irma, etc., vous vous retrouvez dans des conditions d'intervention où vous n'avez plus du tout les infrastructures dites utilities dont on est habitué tous les jours à vivre. On n'a plus d'eau courante, on n'a plus d'électricité, les moyens de télécommunication sont engagés. Et donc on a besoin, et c'est ça aussi l'antifragilité, d'imaginer stratégiquement ce que vous disiez, qu'est-ce qui se passe si... cette hypothèse, qui est vraiment pas probable, qui n'est pas imaginée stratégiquement, se passe. Et là, si ça se passe, on verra émerger des organisations, des individus antifragiles. Soit parce qu'ils auront la capacité effectuelle d'ouvrir leur frigo et de faire un plat qui va convenir, soit peut-être ils auront une réflexion stratégique et une méthode, un état d'esprit de pensée stratégique. C'est une approche un peu darwinienne, non? Je veux dire, les plus forts survivent et les autres... Sauf que... c'est pas cohérent avec la notion de société. Il y a quelques clés quand même de réflexion qui montrent que c'est pas si darwinien que ça. On pourrait penser une dernière remarque, je ne vais pas abuser, mais puisque vous êtes auprès de la gendarmerie, mettre la PNR sur la 5G, au lieu d'avoir des réseaux propres, c'est complètement... Mais il faut pas lui dire, les gendarmes, ils en voulaient pas du RF. Ils en voulaient pas. Il y a une dernière question. Une dernière question, bien sûr. Il ne faut pas les lancer là-dessus. Monsieur, allez-y. Merci pour votre présentation. Je conteste un de vos slides qui m'a l'air un peu old school, c'est les 3 cercles. Vous avez dit il y a la stratégie, il y a la technique et le cyber. Moi je m'inscris en faux, le cyber n'est pas un risque technique. Et si on veut sortir, c'est pour ça qu'on n'intéresse pas les conseils d'administration. J'ai écrit un mémoire sur le sujet. Si vous laissez ça, le risque cyber, dans un risque technologique, vous laissez ça à un RSSI, il ne s'intéressera pas à un COMEX. Et voilà, donc là mais j'entends le point, mais je pense qu'on est en fait assez d'accord intellectuellement. Intellectuellement, oui. Je pense. Comme il y a des classifications de risques, si on ne la sort pas de cette classification, et on reste sur, comme vous l'avez dit, sur des grilles des années 70. Merci. Je prends le point et je pense que... Et RSSI, c'est comme les médecins. J'ai un gros travail de communication et de... pour faire devenir cette matière en propre dans les discussions. Ça devient très technique, c'est d'un anxiogène, donc alors on va se suicider en ce temps, et tant qu'ils n'arrivent pas à ça... En tout cas, merci. Merci beaucoup et merci pour la réponse.